Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Paul Garelli et Nico Brzezinski, le Proche-Orient asiatique. Des origines aux invasions des peuples de la mer. L'écriture cunéiforme tire son nom de leur apparence en forme de clous et de coins. En 1780, Grotefend entreprit le déchiffrement des écritures après les voyages de Niebuhr, Michel, Beauchamp aux sites de Ninive, Babylone et Persépolis. Plus tard, part prépondérante prise par Wolfson et des autres chercheurs, Insk, Oppert. Exploration systématique des sites. C'est l'extrême diversité linguistique qui posa les problèmes les plus délicats. La plus ancienne étant le sumérien, puis les langues sémitiques représentées par l'akkadien qui s'est diversifié en babylonien et en assyrien, groupe oriental, et l'amorite ou amoréen, le cananéen, l'hébreu, l'araméen, l'arabe et l'éthiopien. En Asie mineure, le hittite, le nézite, le louvite et le palaïte. Les documents sont rédigés en écriture cunéiforme, inventée par les Sumériens, qui étaient primitivement formés de dessins. Naissance de la civilisation urbaine. Le Proche-Orient était habité dès le Paléolithique par des groupes itinérants, des chasseurs-cueilleurs. Son développement conduisit à un mode de vie urbain. Désiré, avec ses premières cultures à céramique peinte, puis la basse Mésopotamie, la période natoufienne, moins 12 500. Après celle kébarienne, ouvre la voie de la néotisation, polissage des pierres, mais ne produisent pas encore de ressources alimentaires. Une évolution sociale profonde. Un plus grand nombre d'individus cohabitent de façon permanente à un même lieu. Intermède Kyamien en Syrie à moins 10 000, avec des avancées techniques qui précèdent les premières expériences agricoles. Pointe de flèche. Architecture circulaire avec maîtrise de la maçonnerie. Jéricho, moins 9 500. L'âme faucille et tendance au regroupement dans des agglomérations plus vastes. Première construction rectangulaire, spécialisation de la chasse. Premier champ cultivé de murébé, graines de blé et d'orge à Jéricho. Premiers objets de terre cuite, moins 8800. Élevage de chèvres et de moutons, usage croissant de la brique modelée, usage du plâtre et de la chaux et façonnage de vaisselle blanche. Premiers édifices à vocation collective et symbolique. Sayonu, Nevali, Sori. Statues à Jéricho et Aïn Gazel. Croissance démographique, des crânes séparés des squelettes sont présents dans les édifices Kermès d'Éré. Préoccupations non matérielles des habitants. Les premiers villages d'agriculteurs, éleveurs sédentaires, à Masalia, apparaissent vers moins 1700 ou moins 7500. Premier mur d'enceinte connu, avec l'époque d'Uruk, moins 3700. Les changements s'accélèrent, révolution urbaine. En Anatolie, les activités se concentrent dans de gros villages agricoles. En basse Mésopotamie et en Égypte, un pas décisif sera franchi, en consignant par écrit des informations de plus en plus importantes, tournant ainsi le dos au vieux monde et se projetant dans l'avenir. L'histoire était née. Sumer, système original des cités-États, administrant les biens du Dieu, tout en assumant les inévitables devoirs religieux envers un maître d'essence divine. Monarchie militaire avec des villes s'entourant de murailles. Uruk avec une enceinte de 9,5 km et 900 tours.
Apparition des monarchies sumériennes turbulentes et despotiques, avec hécatombes funéraires de personnes sacrifiées pour accompagner l'illustre mort dans l'au-delà. Symbolisme tragique d'une période de gestation, subordination des grands dignitaires religieux à l'autorité royale et lutte des cités entre elles pour la suprématie. Le pays de Sumer cherchait une unité que seul le recours à la force semblait pouvoir lui offrir. Les relations entre le palais royal et le temple furent complexes à Lagash, où l'histoire est mieux connue. On assiste à l'ascension vers le pouvoir de prêtre. Dudu était mentionné d'une manière insolite dans les inscriptions royales officielles, mais les prérogatives royales ne furent pas remises en cause. Spoliation royale des propriétés ecclésiastiques. Régime agraire, le temple possédait un domaine à Lagash de 4465 hectares. Le quart était propriété du seigneur, le reste réparti en champs de subsistance et en champs de labour et des réserves de pêche. L'administration relevait de la reine qui avait 101 hectares. Les temples étaient des unités économiques complètes avec des ateliers de transformation et des centres de distribution. C'étaient des centres de commerce actifs, terrestres, fluvial et maritimes. Certains sceaux retrouvés dans les villes sumériennes provenaient de la vallée de l'Indus et les textes montrent la route du golfe Persique vers les îles Bahreïn. Orge, blé, pain, bière, vignes et dattes. On élevait des bovidés, des porcs, des ânes, des chèvres et des moutons. Vastes troupeaux pour un rendement médiocre. La pêche pour les offrandes et les consommations courantes. Main-d'œuvre abondante, laboureurs, bergers, jardiniers, boulangers, bouchers, menuisiers, forgerons, tisserands. 36 000 habitants à Lagash. L'administration relevée d'un intendant et des distinctions de rang étaient opérées entre les ouvriers, pêcheurs d'eau de mer, en eau de mer et ceux en eau douce. Un inspecteur dépendant d'un prêtre, tous assistés de scribes effectuant des relevés journaliers. La plupart étaient des hommes libres qui recevaient des étendues de terre arables, d'étendues variables, environ 35 arts. Ils étaient astreints au service militaire en cas de conflit, ressources considérables des temples. Abus des prêtres et inspecteurs qui spoliaient le peuple, sort peu enviable des classes pauvres. L'administrateur de l'État vivait au palais, le véritable souverain est le Dieu dont le roi n'est que le gérant. Le roi est prêtre et juge suprême. Il veille à l'entretien des sanctuaires. Il doit défendre son pays contre les ennemis. La maison du roi est organisée comme un grand domaine. Troupe des combattants. Le roi Urukagina porte un coup à la caste sacerdotale en supprimant les privilèges aux dépens du peuple. Le prince suivant, Huma Lugal Zaghazi, s'empara de Lagash, Uruk, Ur et Kish en unifiant le pays de Sumer. Civilisation syrienne du IIIe millénaire, toute la société s'articulait autour du palais et non des temples. La cour était considérable. Outre le roi et le vizir, les textes mentionnent des seigneurs ayant un pouvoir limité aux petites localités, formant ainsi une oligarchie urbaine. La religion consistait à faire des offrandes aux dieux. À ce panthéon se trouvait Koura, dieu principal. Texte provenant d'Ebla et de Marie. Les villes étaient constituées de ruelles tortueuses séparant les blocs de maisons avec des petites habitations. Nombreuses manifestations d'un culte public, les processions avec récitation d'hymnes, avec une existence de la littérature poétique. Piété envers les dieux et érection de sanctuaires imposants. Sargon d'Akkad fit prisonnier Lugal Sagazi, et le peuple de langue sémitique imposa son autorité sur le pays Sumer. Les conflits étaient des luttes entre les cités pour conquérir les territoires. Les déplacements des nomades furent incessants.
Les nomades profitaient des moindres défaillances des sédentaires. Il y eut aussi de véritables migrations en masse, comme l'expansion araméenne en moins 1100. En moins de 2300, la Palestine fut envahie par des nomades qui ont gardé leur tradition ancestrale d'organisation tribale, en campant sur les ruines des murailles des villes conquises. La constitution de l'empire d'Akkad n'a pas eu ce caractère. Dès la haute antiquité sumérienne, des groupes nomades en voie de sédentarisation se mêlaient aux populations déjà fixées. La limite entre les zones à forte densité sumérienne et sémitique paraît être le royaume de Kish. Sargon d'Akkad est un personnage central de l'histoire, conquérant heureux fondateur de l'Empire, enfance entourée de légendes, épisode rappelant Moïse, une mère l'abandonne et s'en débarrasse dans une corbeille au fil de l'eau. Un jardinier l'accueillit et lui apprit son métier. Devient échanson à la cour du roi Kish. Se révolte et fonde Agadé, un bourg fortifié qui deviendra sa capitale. La soumission de tout Sumer suivit. Il ravagea Mari et conquit la Syrie jusqu'au cœur de l'Anatolie. Ses deux fils montèrent sur le trône d'Akkad. Ils affrontèrent des révoltes qui seront réprimées dans le sang et ils mourront assassinés. Sumer n'était pas mûr pour l'intégration. Le point central est l'apparition d'une monarchie unitaire. L'instrument politique est l'armée. 5400 hommes. Le roi devenait roi des 4 régions. Les formes religieuses ne furent pas altérées en revanche. La puissance économique des temples paraît moindre. L'obélisque de Manichtussu montre que le roi consacrait des sommes importantes à l'achat de propriétés foncières destinées à ses fidèles. Essor des villes avec de nombreux artisans, développement du commerce. Le roi dégage toute sa majesté, choix, ordonnance, vigueur. Akkad ne fut pas qu'un élève de Sumer, puis anarchie et vacances du pouvoir royal central, irruption des barbares qui finirent par se laisser assimiler. Les Guti et la Renaissance sumérienne, vers moins 2120, les Guti redevenaient un facteur de trouble et ne représentaient plus une puissance. L'empire d'Ur et retour du pouvoir au gouverneur d'Ur. L'idéal unitaire s'imposait. Le premier personnage était dans le rang de dignité, l'empereur puis le premier ministre dirigeant l'administration. 30 provinces des anciennes cités-États qui avaient perdu son indépendance, et l'âme ne fut jamais intégrée. L'administrateur choisissait parmi la noblesse locale un gouverneur et administrait les propriétés des temples. Les chefs militaires étaient indépendants et étrangers à la région où ils étaient en fonction. Gens mobiles qui circulaient durant leur carrière de poste en poste. La propriété privée des terres n'existait pas. Les rois d'Ur faisaient régulièrement des offrandes. La surveillance des travailleurs était assurée par des gendarmes. Tous étaient soumis aux taxes. Les métaux et certaines matières premières introuvables en Mésopotamie étaient importés. L'argent provenait des lames. Les impôts étaient constitués en produits agricoles ou manufacturés. La concentration des surplus nécessitait une redistribution par réseau, centre de collecte spécialisés, par zone. Il y avait des hommes libres, des esclaves et des érènes en troupe. Surveillance étroite, et pas tous avaient la faculté de se déplacer à leur gré. L'esclavage par condamnation des tribunaux ou par vente de soi-même ou ses enfants. Les vrais esclaves étaient les prisonniers de guerre et les personnes raflées au cours des expéditions militaires sans statut juridique. La monarchie s'effondre en moins de 1003 sous les coups conjugués des Amorites, des Élamites et d'un peuple de Zagros, les Sous. Our était tombée. Elle avait reçu la royauté mais pas le règne éternel. La Syrie, puissance nouvelle, était née sur les rives du Tyr. Assur était dégagé de toute allégeance envers le sud mésopotamien. L'Égypte a étendu son influence sur la Palestine et la Syrie. À partir de 1850, moins 1850, les villes palestiniennes s'entourent de murailles énormes. Agitation interne et émigration à l'étranger, qui prépare et annonce l'invasion Hyksos.
À la fin du règne d'Amenémos IV, en 1800, l'empire égyptien d'Asie s'effondre. L'activité commerciale des Assyriens vers la Cappadoce exportait des étoffes et de l'étain en rapatriant des capitaux, or et argent, provenant de leurs ventes. Assur contrôlait le commerce du cuivre, il faisait des bénéfices de 100%. L'Asie mineure était morcelée en principautés indépendantes. Après la prospérité, ce fut la ruine à cause des bouleversements politiques. En moins 1830, la ville de Kamish fut incendiée par un conquérant inconnu et les établissements assyriens furent entraînés dans la catastrophe. Le climat politique en Assyrie ne cessait de s'altérer. Mouvement de la population durant la période paléo-babylonienne, fuite de gens dans les territoires envahis. Abiram désigne un étranger en déplacement. Le sens peut permuter en pillard ou bandit. Hébreu, gens expatriés rattachés au sens primitif. Le sens hébreu au sens expatrié rattaché au sens primitif. Puis, le verbe signifiera se déplacer. Il y eut une pratique des déportations servant à briser les résistances locales et alimentant en force humaine les régions que l'on voulait mettre en exploitation. Le terme de Nazium est déporté, personne déplacée. Le droit de la guerre permettait de considérer tout prisonnier comme privé de sa liberté, vendu comme esclave, pays ou rang social sans distinction. Un prix de rachat était instauré pour que les proches parents payent le prix de la libération en rendant la liberté de mouvement. Mouvement humain aussi avec les transhumances périodiques. Les masses humaines qui accompagnaient les troupeaux étaient importantes. L'étude des voies de commerce montre que le Proche-Orient était sillonné par d'importantes routes de communication. Importante motivation religieuse aussi dans la continuation de certains cultes. Beaucoup d'épouses secondaires des rois sont d'origine étrangère car elles sont arrivées au harem comme butin de guerre. Pratique d'un cosmopolitisme à outrance, perméabilité humaine. Le Proche-Orient amorite était un incroyable melting pot où se fondent les cultures de types et d'horizons divers. La correspondance du palais nous atteste la nécessité de faire jurer les administratifs de tout rang. Le serment était réclamé, assujettissement de tout serviteur par le fait que les devins eux-mêmes étaient soumis personnellement aux mêmes obligations. On a éprouvé le besoin de faire jurer toute la population. Le devoir d'information est essentiel pour le fonctionnaire. Ils sont prêts à rédiger une tablette à la moindre nouvelle. En cas de conflit, il est remarquable de noter ce déni d'information. Exigence d'acquérir l'information qu'envoient les dieux et la transmettre au roi. Ce devoir d'information est la cause de la richesse des tablettes de Marie. L'idéal du serviteur était de relier un rapport détaillé, notion d'exhaustivité. L'idéal était d'être fiable. Messager signifiait messager de bonnes nouvelles, et le code des convenances voulait qu'on ne transmette que les nouvelles positives. Grand danger d'annoncer à son supérieur une catastrophe. Dans ce cas, il se retranchait derrière son devoir d'État. Folklore mésopotamien pour les Grecs. Notion de secret des serviteurs, proche de la paranoïa, secret d'État. Devoir de délation sur ce qui se tramait et qu'on n'avait pas osé lui dire. Problème de conscience des fonctionnaires. Le thème de « il m'a calomnié » est omniprésent. Aussi la vie politique suscitait des ragots qui faisaient ou défaisaient les réputations. Le roi protecteur des opprimés était considéré à la fois comme un législateur et un justicier. Salomon fut le continuateur des anciens rois, moins 18e siècle. Grandes invasions et périodes obscures, disparition durant 2 siècles de la documentation écrite, bouleversement des structures. L'occupation de la Babylonie fut précédée par une pénétration pacifique d'individus ou de groupes isolés qui venaient chercher du travail, ouvrages saisonniers. Le royaume hittite a 2 phases,
un ancien royaume de moins 1650 à moins 1430 et une période impériale de moins 1430 à la disparition de l'État vers moins 1200. Une série de campagnes militaires leur fit dominer leurs voisins. Les membres de la haute noblesse se disputèrent le pouvoir et le crime appelle le crime. Le pays hittite était menacé par une double subversion intérieure et extérieure. Vers moins 1520, une stèle frontière égyptienne se dressait au bord de l'Euphrate. Amorcé par une campagne en Phénicie, en moins 1526, l'empire s'étendra de la Haute-Nubie à l'Euphrate. Il lançait des opérations punitives lorsque le tribut se faisait attendre. Kitchen a engagé 4 principes fondamentaux qui dictaient la conduite de toutes les dynasties syriennes. Préservation de l'autonomie locale, extension de puissance par des agrandissements territoriaux, apparence de loyauté vis-à-vis de l'Égypte, opposition ou soumission à l'Égypte suivant les circonstances. L'expansion égyptienne fut brisée à Kadesh et il est possible que les pertes subies par les Hittites sont d'une incapacité à réagir contre les menaces assyriennes. La situation à l'ouest anatolien était aussi confuse. Le panthéon hittite représente une masse touffue, courant religieux, intellectuel et artistique, dans laquelle chacune des composantes éthiques et culturelles de l'Empire a laissé une trace distincte. Les Hittites ont eu le sens de l'histoire, ils disposaient d'archives bien tenues, sur lesquelles ils ont bâti leurs récits, en cherchant à comprendre les causes et les enchaînements d'événements, ainsi que la psychologie des personnages. Leurs annales tranchent avec la minutie sèche des chroniques babyloniennes et l'hiératisme froid des annales assyriennes. Les Hittites nous paraissent plus humains car ils avaient un certain sens littéraire. Le site de Hattusa est grandiose avec ses 31 temples, vestibules à colonnes. En sculpture, les Hittites ont surtout recherché des effets de volume et de mouvement, sanctuaire rupestre de Yazilkaya. Les récentes découvertes de céramique sont remarquables. Vers moins 1328, à la mort du roi d'Assyrie, Babylone émerge comme une puissance de première grandeur. Le Mitanni a été subjugué, les montagnards de Zagros sont tenus en respect. Guerre d'un siècle entre Assyriens et Babyloniens, avec des triomphes éphémères. La Syrie devient une nation militaire, exaltant la guerre. La cruauté augmente et contre une guerre araméen, les 14 400 prisonniers durent subir l'ablation d'un œil. Cette transformation de mentalité affecta l'idéologie officielle, en particulier les conceptions religieuses. Présentation à une domination universelle. Développement de la piété envers Shamash, le soleil, dieu de la justice, et l'idéologie guerrière reçoit son fondement juridique. Le rayonnement culturel babylonien a fasciné les classes dirigeantes assyriennes qui digérera en haine violente. Vers moins 1200, un nouveau pas est franchi, c'est le rituel babylonien de la fête du Nouvel An qui est adopté à Assur. Les deux religions deviendront solidaires et c'est à partir de cette époque qu'on parlera de religion assyro-babylonienne. Vers moins 1230, invasion des peuples de la mer. Le pharaon signale que le Hatti est pacifié, puis c'est le silence définitif. Les sources égyptiennes mentionnent des peuples de la mer qui assaillirent le delta et que Ramsès III parvint difficilement à contenir. Vers moins 1190, les Charmanes, les Achéens et les Tunuches, les Danuna et les Philistins venant de Crète. Tout le bassin méditerranéen était en effervescence, se dirigeant vers la Syrie et l'Égypte. Le plateau anatolien sera occupé par les Phrygiens venus de Thrace, Moscho d'Hérodote. Les régions syriennes furent dévastées. Chypre ne fut pas épargnée et la Palestine atteinte. Les Philistins qui avaient donné leur nom à la région se heurtèrent aux Israélites, installés depuis peu dans l'arrière-pays, et s'engagea une lutte sans merci. Le pharaon se vantant en moins 1220 d'avoir détruit ce peuple. Israël est désolé et sa race n'existe plus.
La tradition israélite a gardé le souvenir d'une période d'oppression en Égypte, suivie d'un exode massif et d'un séjour de 40 ans dans le désert du Sinaï. Les récits bibliques rédigés seulement à partir du moins 9e et du 10e et du moins 9e siècle. Relatant l'histoire d'Israël serait incompréhensible si on ne tenait pas compte du rôle de Moïse. La tradition est unanime. Une personnalité puissante a imprimé une orientation décisive aux croyances et aux destinées de ce peuple. Les effets de l'action de Moïse ne peuvent se mesurer qu'à la lumière des premiers textes bibliques qui sont postérieurs à l'établissement en Canaan. La pénétration des groupes proto-israélites s'est d'abord faite dans les collines très peu peuplées de la Cisjordanie centrale. Le pays de Canaan formait une mosaïque de petites cités-États dont la division et la faiblesse avaient été soigneusement entretenues par leurs maîtres égyptiens. La disparition de la domination égyptienne n'a fait que renforcer l'émiettement politique. D'un point de vue culturel, toutes les populations devaient être fortement cananisées. Les Israélites étaient des semi-nomades, capables de lancer des raids et de prendre des villes par surprise, mais ils étaient dépourvus d'organisation militaire efficiente. Pas de chars ni de machines de siège. Les solides murailles cananéennes étaient un obstacle, s'éparpillant sur des territoires distants et donc de se préservant de l'assimilation cananéenne. Au XIe siècle, au moins XIe siècle, les Israélites se heurtèrent aux Philistins, les héritiers des Cananéens qu'ils ont évincés par une puissance considérable due à leurs actions concertées. La Palestine est la seule région atteinte par l'invasion du moins XIIIe siècle. Agitation intense des tribus araméennes, provoquant un exode massif en direction de la Mésopotamie, atteignant les rivages du golfe Persique. Partout surgira des royaumes araméens. Pour la chronologie, les éclipses observées à Babylone et en Alexandrie permirent de contrôler l'exactitude des années, exactes jusqu'en moins 911. 10 ans d'erreur jusqu'en moins 1500, puis les traditions deviennent confuses, voire contradictoires. La durée moyenne de 7 générations est de 185 ans, maximum 222 ans, minimum 148 ans. Au 4e millénaire, les sources écrites se raréfient. Les niveaux successifs des ruines du temple, chacune d'une durée de 100 à 140 ans, mais peut tomber à 45 ans. Puis la méthode de datation physico-chimique, dont celle dite du carbone 14. Elle mesure la radioactivité résiduelle de l'isotope 14 du carbone contenu dans l'atmosphère, sachant qu'elle décroît de manière continue à partir de la mort de l'organisme. Cette méthode repose sur l'idée que la production de carbone radioactif est constante dans l'atmosphère. En fait, ce n'est pas le cas, et cela induit un rajeunissement des dates obtenues, d'autant plus important que l'on recule dans le temps. Ces dates sont dites calibrées, 1950 étant l'année zéro des calendriers, et before présent et before Christ. Le danger est la grande variation de certaines époques du taux de carbone 14 dans l'atmosphère. 4 grands groupes crâniaux au Proche-Orient avant 4000, population de type méditerranéen. À 3000, les Euro-Africains, les Alpins en moins 2500 et les Arménoïdes à moins 500. Les Alpins proviennent d'Anatolie et d'Iran. Le type méditerranéen s'est maintenu jusqu'à nos jours. Invasion de l'Asie mineure vers moins 2300 du nord-est. Les Sumériens se sont mêlés dès leur arrivée en basse Mésopotamie avec des populations locales plus anciennes, peut-être des Subaériens. Existence de populations en langue sémitique. On ne saurait donc attribuer l'éclosion de la civilisation urbaine au seul génie sumérien, qui sont arrivés à la deuxième moitié du 4e millénaire et ont participé activement au mouvement d'urbanisation naissant. Il n'existe pas de texte juridique ou d'annales décrivant les institutions sumériennes archaïques. Il existe des assemblées représentatives. Partout, la monarchie s'est affirmée très tôt. Les religions étaient foncièrement naturistes, avec un culte de la fécondité qui occupait une place centrale.
Our devra affronter les problèmes de la centralisation. Scribes, chefs de cadastre, administrateurs du temple, fonctionnaires, chefs des entrepôts de grains, intendants avec des spécialisations à l'intérieur de certaines catégories. La souveraineté de Marie, par exemple, s'étendait sur des royaumes vassaux dirigés par des princes locaux avec des préfets de palais et des archivistes traitant des questions diplomatiques. Le gouverneur ne dispose que de forces de gendarmerie pour assurer l'ordre de son territoire. Le système économique donne une valeur aux produits et aux salaires exprimés en poids d'argent ou d'or. Le secours au crédit prenant une forme de reconnaissance de créance, le recours au crédit. L'huile de sésame, la laine, le lin, le coton restant inconnus, les esclaves, l'ensemble des valeurs très inégales. Période de crise grave, le prix des esclaves dépendra à la fois des fluctuations du coût de la vie et du succès des opérations militaires. Des gros propriétaires fonciers, face à des titulaires de champs alloués par les temples, ne disposaient que de lots restreints, n'excédant que quelques arts. Les revenus dépendaient de l'étendue de leur propriété. La tenue était partagée entre la couronne, les temples et quelques gros exploitants, dominant un peuple de petits propriétaires et de fermiers, dont le niveau de vie était bas et surtout très instable. Les conceptions religieuses sumériennes étaient constituées de longues listes de dieux correspondant aux éléments. Préexistence d'un univers embryonnaire, cet univers était conçu comme une ville, la cité de jadis, de là surgit le ciel, le seigneur de la cité. Le ciel s'unit à la terre, puis le ciel se sépare de la terre. De cette union, les grands dieux surgissent. Puissance divine dont l'action est analogue à celle des hommes. Manifestation d'un au-delà incompréhensible. L'accent est mis sur la personnalité des dieux qui se montrent exigeants vis-à-vis des conduites humaines. Les tablettes assyriennes retrouvées à Kanish prouvent que les Hittites étaient établis en Asie mineure dès le moins 19e siècle. Et les rois avaient unifié l'Anatolie centrale. Les Gasgas, ennemis irréductibles des Hittites, toujours dangereux, ont ravagé la région et ont mis un sac ultime à la capitale. Ce pays montagneux et boisé a fait l'économie de troupes à demeure pour maintenir les frontières juridiquement. Les sanctions sévères révèlent des conditions économiques et sociales primitives et les coupables sont punis de mort par écartèlement. Puis les peines sont remplacées par des offrandes expiatoires. Puis l'argent étant l'étalon des valeurs, des peines élevées en argent sont admises. Enfin, une législation plus dure est exercée. Une législation plus douce est exercée, pardonnez-moi, et une protection étendue aux esclaves. Les fêtes étaient célébrées au printemps et à l'automne avec des cérémonies dans des sanctuaires. Les invasions provoquant l'interruption de la tradition écrite. Avant le moins XVIIe siècle, le char ne jouait qu'un rôle secondaire dans les batailles, trop lourd pour se prêter à des évolutions techniques. Le char était employé à la poursuite de l'ennemi, non à la rupture du front adverse. Changement radical avec les améliorations techniques, le coût restreint à la charge des combattants qui l'utilisaient. Les chars se trouvaient sous la garde de l'administration centrale. Formation de fiefs. Les soins de l'équipement militaire n'étaient pas laissés à l'initiative individuelle, c'était l'affaire du gouvernement. La concession de bénéfices n'est qu'une variante d'un régime agraire dépendant en dernier ressort de la volonté d'un monarque, représentant du dieu auquel tout appartenait. L'État fait sentir ses droits dans toutes les activités. Paul Garelli et Niki Browetsky, le Proche-Orient asiatique. Merci.